Bonjour et bienvenue pour cet entretien exclusif de France 24 et de Radio France Internationale depuis Abuja, au Nigeria. Avec nous aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massoudou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien exclusif que nous allons mener conjointement avec Lisa Fabian de RFI. Bonjour Assoumi Massoudou. Bonjour. Alors le Niger, on le sait évidemment, est en grave crise depuis le coup d'État du 26 juillet, quitte à mettre toute la région, mais même au-delà, la communauté internationale en émoi et plongée dans une certaine confusion. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que cette situation est réversible après tant de temps après le coup d'État? Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que ce coup d'État, comme on l'appelle ainsi, est intervenu dans un ciel serein. Le Niger n'était pas en crise, le Niger n'était pas en effervescence, le Niger avait des succès tant sur le plan de la lutte contre le terrorisme que sur le plan économique. Les taux de croissance, les chiffres sont là pour l'attester. Et voilà que le chef de la garde présidentielle, censé assurer la sécurité du président, le séquestre. Voilà l'élément nouveau qui est intervenu. À partir de ce moment-là, il s'agit bien d'une séquestration, parce que hier, il disait qu'on les accuse de séquestration. Qu'est-ce que c'est qu'une séquestration? C'est garder quelqu'un, le priver de sa liberté de mouvement, dans un lieu qui n'est pas un lieu fait pour, après une décision de justice ou bien une décision administrative, pour garder des gens. Donc, par conséquent, il s'agit d'une séquestration. Mais ça, monsieur le ministre, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut revenir à la je situation d'avant? Je vais répondre. Et deuxièmement, c'est une prise d'otage. Non seulement c'est une séquestration, mais c'est une prise d'otage. Et la rançon de la prise d'otage, c'est qu'on leur permette de se maintenir au pouvoir à travers une transition. Parce que le but de tous les putschs, c'est une transition. Donc, il s'agit aussi d'une prise d'otage, et voilà la rançon. Et je dis que c'est réversible, parce que la CEDEAO ne peut plus accepter qu'effectivement la loi des armes l'emporte sur la loi des urnes. Et aujourd'hui, est-ce qu'une solution négociée est envisageable entre Nigériens? Mais il n'y a pas de crise entre Nigériens, ce n'est pas une crise entre Nigériens. Il y a un groupuscule d'officiers qui a décidé de prendre en otage un président de la République démocratiquement élu et le prendre en otage pour pouvoir obtenir leur maintien au pouvoir contre la libération du président. Donc il n'y a pas de crise entre Nigériens, il n'y a pas de situation de conflit entre Nigériens. Il y a une situation qui est créée et la CEDEAO est déterminée à ne pas accepter cela. Vous savez, quand on parle, il y a d'abord les sanctions qui ont été prises. Elles ont été prises évidemment pour marquer le refus de la communauté, de notre communauté de l'Afrique de l'Ouest, le refus d'accepter ce fait et cette situation-là. Deuxièmement, elle est assortie d'une menace d'intervention militaire. Et je voudrais dire que cette intervention militaire ne se ferait pas contre le peuple nigérien ni contre le Niger. Il s'agit d'une action militaire, la CEDEAO en a l'habitude. En 2017, il y a eu la Gambie, c'est très récent. Alors parlons justement de ça, parce qu'en plus on était à Abuja. Vous y étiez dans le deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO ici même, où il y a eu cette déclaration avec ce communiqué assez fort qui donc laisse entrevoir cette intervention militaire. Ça, c'était jeudi. Les jours passent. Il devait y avoir une réunion d'état-major de la CEDEAO. Est-ce que, monsieur le ministre, on peut encore penser qu'il va y avoir une intervention militaire au Niger? Mais elle est dans l'agenda de la CEDEAO, bien entendu. C'est-à-dire que cette intervention militaire, elle fait partie, parce que les sanctions sont assorties de la menace d'intervention militaire. Évidemment, cet agenda, en parallèle, se mène aussi des négociations. Pour le moment, elles n'ont abouti à rien du tout, dans la mesure où la junte campe sur ses positions, et tout ce qu'il y a comme fond plus ou moins politico-affairiste est là en train de faire croire que il faudrait une transition, donc de faire accepter le fait accompli du coup d'État, que la CEDEAO n'accepte pas. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a menace ou même intervention militaire. Je parle de la Gambie. Quand il y a eu l'intervention du Sénégal sous mandat de la CEDEAO en Gambie, on n'a pas parlé de guerre entre le Sénégal et la Gambie. On n'a pas parlé de guerre de la CEDEAO contre la Gambie. Donc c'est une intervention banale. Évidemment, on peut toujours l'éviter si aujourd'hui,
avant que les préparatifs soient terminés, parce que les préparatifs sont en cours, c'est-à-dire l'agent. Mais justement, quelle est la prochaine étape? Parce qu'on sent Mais bien la prochaine étape, c'est une question opérationnelle à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne suis pas dans le... C'est pressé, monsieur le ministre, n'est-ce pas? Mais c'est en cours. Je sais que les préparatifs sont en cours, que cet agenda se déroule, en même temps que la possibilité est offerte à la junte de se retirer. Et évidemment, à partir de ce moment, tout est négociable. Dans la mesure où le président Bazoum, non seulement est libéré, mais rétabli dans ses fonctions, tout le reste est négociable. Ces deux agendas se mènent en parallèle. Évidemment, il n'est pas question, dans le mandat de la CEDEAO, de parler de transition qui serait l'acceptation du fait accompli du coup d'État. Nous ne voulons pas revenir aux années 70. C'est le coup d'État de trop. Ce genre de palinodies ont permis d'accepter ce qui se passe actuellement dans d'autres pays. La CEDEAO et les chefs d'État, je les ai entendus, ils étaient très remontés. Ils ne sont pas prêts à accepter que la loi des armes l'emporte sur la loi des urnes. Ils ne sont pas prêts à accepter le retour aux années 70. Regardez les conséquences déjà en 2 semaines au Niger, sur le plan, parce que les conséquences sont terribles. En 2 semaines, sur le plan sécuritaire, il y a eu 6 attaques contre des positions militaires. Vous vous rendez compte? C'est déjà ça, les débuts, les prémices en termes sécuritaires, parce que leur préoccupation n'est plus la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un des éléments. Sans compter ce qui se passe actuellement à Niamey. Vous savez, il y a des pogroms. Des pogroms avec des hordes de jeunes excités par la haine raciale et ethnique. Vous voyez tout ce que cela peut donner. C'est pour ça qu'il y a urgence à arrêter ça. À remettre le Niger dans sa trajectoire de paix, de stabilité, de progrès économique. Et c'est cela que nous voulons. C'est cela l'intérêt de ce que la CEDEAO a décidé. Et c'est ça sa perspective, ce n'est pas une autre. Alors aujourd'hui, la junte accuse le président Bazoum de haute trahison. Est-ce une façon d'organiser sa déchéance à défaut d'avoir obtenu sa démission? D'abord, elle n'a aucune légitimité à juger qui que ce soit. Ces gens qui ont fait cet acte crapuleux, cet acte que nous voyons là, qui est plus que de la trahison, qui est un acte criminel, ne peuvent pas avoir la prétention morale à juger qui que ce soit ou à envisager, accuser des chefs d'État étrangers, le président Bazoum, de trahison et de les poursuivre devant un tribunal. Ils n'ont pas cette qualité, ils n'ont même pas, sur le plan moral, ils ne peuvent même pas avoir cette prétention. Je veux dire que c'est tout à fait ubuesque, c'est vraiment surréaliste d'entendre ces gens-là parler de poursuivre le président Bazoum et ses complices étrangers, des chefs d'État étrangers, etc. Vous voyez dans quoi nous sommes, dans quoi ils veulent ramener le Niger, dans des situations que nous avons connues en Afrique dans les années 70. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. L'Afrique a le droit d'avancer. L'Afrique a le droit de voir l'expression du suffrage populaire. La souveraineté du peuple s'exprime par le suffrage populaire et s'exprime à travers ses représentants. C'est ça le peuple. Ce n'est pas les hordes dans les rues. Et encore, ce n'est qu'à Niamey. C'est pour vous dire, c'est assez significatif parce qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas ça. Parlons du pays. Un des paradoxes de ce coup d'État, dont on ne connaît pas du tout la nature du soutien populaire, ça c'est totalement inconnu, on sent qu'il y a quand même une libération de parole au Niger sur fond de corruption, de pauvreté, d'extrême pauvreté qui est dénoncée par une partie de la population. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est allumé quand même au Niger? L'extrême pauvreté est une donnée qui n'est pas nouvelle et elle a régressé. On est passé de 55% à 43%. Donc je veux dire que nous ne sommes pas les seuls et le Niger n'est pas considéré comme un pays qui est devenu subitement pauvre ou d'extrême pauvreté. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Deuxièmement, la parole qui a été libérée à Niamey, c'est la parole raciste, la parole d'intolérance. Vous voyez, les pogroms qui se font dans la ville de Niamey, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Évidemment, ça parle au reste du pays. Je pense qu'il faut qu'on les arrête. Il faut arrêter cette descente et ce risque sur le récit national et sur le tissu de cohésion de notre pays. Donc cela est important, c'est pour ça qu'il faut agir vite, qu'il faut mettre fin très rapidement à ce qui vient de se passer à Niamey. Et sur justement la stratégie, est-ce que tous les partenaires stratégiques, qu'il s'agisse des partenaires ouest-africains, mais aussi des Français ou des Américains, est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde sur la manière de ramener l'ordre constitutionnel au Niger? Je crois qu'il y a un consensus. Tout le monde s'est aligné sur la position de la CEDEAO. Qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse des États-Unis, je n'ai pas vu un seul hiatus. Tous se sont alignés sur les décisions de la CEDEAO de manière totale. Il n'y a pas de décision acceptée, une autre non acceptée, c'est sur le bloc.
Et nous sommes, là je remercie l'ensemble de nos partenaires, l'Union européenne, les États-Unis, la France, les différents pays européens pris individuellement. Et je considère qu'ils ont pris conscience de la nécessité de soutenir l'Afrique démocratique, l'Afrique de la souveraineté des peuples, et non l'Afrique des aventuriers populistes, et ce danger-là est très grave, hein, c'est source d'instabilité pour l'ensemble de la sous-région. C'est cette prise de conscience que j'ai constatée dans le sommet, au sein du sommet de la CEDEAO. Pensez-vous que le président Bazoum va être libre bientôt, d'une manière ou d'une autre? Je pense qu'il n'y a pas le choix. Il sera forcément libre. Il sera forcément libéré parce qu'il y a une impasse. Et je ne vois pas comment ils peuvent continuer dans cette trajectoire-là parce qu'ils sont dans le monde entier qui fait cette pression-là. Sans compter que dans le pays, ce n'est pas accepté. Tous les jours, dans tout le reste du pays, il y a des manifestations. Il y en a aussi à Niamey où ils tirent sur les gens. Le jour du coup d'État, il y a eu une manifestation spontanée où ils ont tiré sur les populations. Vous savez, parce que quand on voit que ceux qui s'expriment seulement, ce sont les pro-juntes, les autres sont sous la menace des tirs et des balles. Donc c'est des gens armés contre des gens désarmés. Mais avec tout ça, la mesure que nous avons de la réaction populaire, elle est générale dans l'ensemble du pays. Sinon, on aurait eu la même chose à Niamey que partout ailleurs. Assoumi Massoudou, ministre des Affaires étrangères, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.